Ok, normalement c'est parti. Bienvenue à ce nouveau webinaire 30 minutes avec. Aujourd'hui, Maria Elena Brianda, qui est psychologue et chercheur à l'Université catholique de Louvain, qui va nous présenter ses brillants travaux de recherche sur la question du burn-out parental avec ce titre Prenons soin des parents. Je présente rapidement le dispositif et je te laisse la parole, Maria Elena, pour 30 minutes. Déjà, merci à tous de participer à cet événement. Vous étiez encore extrêmement nombreux à vous inscrire et vous venez du monde entier, de l'île de la Réunion, du Liban, de l'Aveyron, du Tarn, de Paris, du Puy-de-Dôme. Donc, c'est formidable pour nous de pouvoir ces espaces virtuels malgré les politiques sanitaires actuelles. Nous avons 30 minutes avec Maria Elena qui va nous faire son topo et par la suite, vous pourrez l'applaudir bien sûr avec les petites émoticônes qui sont disponibles sur le chat et vous pourrez lui poser toutes vos questions pendant environ 20 à 30 minutes. Je m'occuperai de modérer et de poser des questions et dans une heure, vous êtes tranquille. Je rappelle que le chat est un espace de travail qu'on utilise avec parcimonie, mais n'hésitez pas à poser vos questions, même au cours de la conférence de Maria Elena. Nous, on les copie-colle sur un chat privé, comme ça on les garde en mémoire, mais il y aura peut-être de la frustration parce que, vu le nombre que vous êtes, il risque d'y avoir des questions qui restent en suspens. Maria Elena, je te laisse la salle. Moi, je vais déconnecter ma caméra et mon micro, mais bien entendu, je reste à t'écouter. Je vous souhaite un excellent webinaire. Maria-Léna, merci encore pour d'avoir accepté notre proposition. Et on vous souhaite à tous de passer un très bon moment. Merci à toi, Léonard, et merci à toute l'équipe Octopus de m'avoir invité encore une fois à participer à leurs activités et ces webinaires, ces formats 30 minutes avec. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Merci d'être si nombreux et c'est un vrai plaisir de pouvoir vous parler un peu de mon travail. Donc moi, je suis doctorante à l'Université de Louvain. Je fais une thèse qui porte complètement sur le burn-out parental et je suis aussi psychologue, toujours à l'Université de Louvain en Belgique, dans le centre de consultation spécialisé pour la parentalité. Je travaille aussi en tant que formatrice dans le cadre de l'Institut de formation pour sur le burn-out parental, au sujet du burn-out parental. Là, je presque terminé une thèse qui porte justement sur le burn-out parental. Nous avons mené plusieurs études très passionnantes qui nous ont montré des résultats très intéressants. Et aujourd'hui, je vais essayer de résumer un peu en 30 minutes les idées principales qu'il faut retenir en tant que professionnel sur ces sujets. Donc, je commence tout de suite. C'est qu'est-ce qu'on a vu de ces études? La première chose qu'on a observée est que la parentalité est tout sauf qu'un long fleuve tranquille. Mais en fait, dans la plupart des cultures du monde, devenir ou être parent est considéré comme un heureux événement parce que pensez par exemple qu'il y a une enquête mondiale récente qui a montré que voir les enfants grandir est considéré comme la plus grande joie de la vie par près de 96% des individus dans le monde. Et effectivement, être parent, c'est de l'émerveillement, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de sens, ça c'est clair, mais on sait très bien aussi que ce n'est pas que ça. C'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, de questionnements, de fatigue. Et à ces propos, même si on en parle moins souvent, voilà. Et à ces propos, j'avais trouvé une chouette vidéo qui montre, que j'avais envie de vous montrer. Je demande maintenant de la partager avec vous. Voilà. Maman! Non, oui, maman, elle arrive, là, Théo. Quoi, qu'est-ce que je fais? Tiens, les machines, pour changer. C'est rien que c'est que la 5e. C'est pas la même officielle. J'adore ça, moi, faire des machines. Maître Corbeau sur un arbre percé tenait dans son bureau. Théo? Merde, ça sonne. J'arrive, je suis. J'arrive. Allô? Allô? Ouais. Je te rappelle dans une minute. Voilà. Bisous. Bon, Théo, tu la connais, la poésie, hein? Voilà, on la connaît.
que je passe mes journées à côté de toi. Oh non, non, c'est chiant. Stop! Stop! Oh non, on peut plus, là, la volette. Tu comprends ça, oui, non? Tu comprends pas? Tu comprends? Oui. Arrêtez de gueuler. Est-ce que je gueule, moi? Oui? Non? Non! Je ne crie pas! Voilà, je reprends. Donc, vous voyez très bien, vous avez vu très bien que, effectivement, être parent n'est pas toujours si facile, n'est pas toujours si évident. On peut vraiment le considérer comme un travail qui est très exigeant, d'ailleurs, un travail H24 dont on ne peut jamais démissionner. Et pour certains parents, cela parfois peut tourner vraiment en cauchemar. Après, on trouvera toujours des personnes, même parmi vous, peut-être il y a quelqu'un qui se demande, qui se pose cette question là maintenant, mais qui se dit, mais allez, ma grand-mère avait 7 enfants, et elle s'en sortait très bien, et oui, c'est vrai, on est d'accord. S'occuper des enfants était sûrement difficile aussi dans le passé, et un travail difficile, même dans le passé pour nos mamans et nos grand-mères. Mais nous avons aussi des bonnes raisons de croire que la situation que l'on vit aujourd'hui vis-à-vis de la parentalité est totalement inédite. Parce qu'en fait, il y a des facteurs macro-sociétals typiques de notre époque qui ont fait que le cadre dans lequel les parents exercent leur parentalité a radicalement changé sur 2 générations. Parce qu'il y a eu toute une série de bouleversements qui ont complètement changé les attentes vis-à-vis des parents et qui ont augmenté aussi la pression qui pèse sur leurs épaules. Et j'essaie maintenant de résumer les points principaux de ces changements. Donc, tout d'abord, il y a eu une diffusion des connaissances scientifiques sur la parentalité. Pensez par exemple à toutes les recherches sur l'attachement, les recherches en psychologie du développement, des recherches sur la théorie de l'attachement, les études sur les pratiques éducatives. Ce sont des recherches qui montrent à quel point les parents est crucial dans le développement de l'enfant. Donc, il y a des styles d'attachement qui sont plus sécures que d'autres, il y a des pratiques parentales qui sont plus adéquates que d'autres. Et on sait très bien donc, que certains comportements des parents favorisent un bon développement, alors que d'autres peuvent avoir vraiment des conséquences dommageables sur le développement de l'enfant, même sur le long terme. Et donc, c'est là un peu toutes ces recherches décrivent des conditions, à quelles conditions les parents font des bons enfants, et à contrario, les comportements des parents qui sont en défaveur du développement et de la bonne santé mentale ou physique de l'enfant. À côté de ça, nous avons aussi des changements un peu plus historiques, si vous voulez, parce que nous avons assisté à la fin des années 80, nous avons vu émerger une vraie préoccupation pour les enfants et leur bien-être. Donc avant, l'enfant était considéré souvent comme un adulte en miniature et globalement, son éducation, tout ce qui s'est passé dans le milieu familial était affaire du milieu familial et l'affaire des adultes. Mais à partir en particulier du 1989, avec la Déclaration universelle des droits des enfants, on voit qu'après des siècles d'indifférence, le monde entier focalise son attention sur l'enfant, sur son bien-être, il devient un sujet vraiment des droits. On se préoccupe de son développement social et intellectuel, de sa santé mentale et physique, et de son bonheur aussi. Et c'est là, en fait, cette convention augmente, si vous voulez, aussi la pression sur les parents pour 2 raisons principalement. D'abord parce qu'elle précise que les parents sont les responsables du bon développement de l'enfant, de la santé, du bonheur des enfants. Et la liste de devoirs qu'ils doivent remplir est vraiment longue, complexe et interminable, on dirait, parce qu'ils doivent notamment favoriser l'épanouissement de la personnalité et des enfants, développer ses dons, ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leur potentialité, inculquer le respect de ses parents, de son identité, de sa culture, de la nature. Enfin, il y a
il faut vraiment préparer aussi l'enfant aux responsabilités de la vie adulte. Et deuxièmement, l'autre aspect de cette convention, c'est qu'elle demande aux États de surveiller à ce que les parents fassent bien leur job et intervenir quand ce n'est pas le cas. Et en fait, tout cela contribue. Il y a une sorte de... C'est comme si on voit un enfant qui est au cœur des préoccupations, des parents qui sont chargés de grosses responsabilités, sous un regard surveillant de la société. Et tout cela, tous ces contextes a contribué à la diffusion de ce qu'on appelle en anglais l'intensive parenting. Donc c'est une sorte de hyperparentalité, une parentalité intensive, et cela se réfère à un engagement constant des parents à remplir toute une série de critères qui sont considérés comme essentiels pour le bon développement de l'enfant, pour le développement optimal de l'enfant. Donc, il faut être consistant, sensible, à l'écoute, mais aussi cadrant, flexible. Et les parents ressentent la responsabilité de devoir respecter toutes ces normes pour assurer, comme si c'était la seule condition d'assurer un bon développement pour les enfants. Et il y a un peu cette idée de déterminisme parental selon lequel les parents ont vraiment le pouvoir de façonner l'avenir des enfants grâce à leur façon de les élever. Et donc, cela, en fait, augmente beaucoup la pression sur les épaules des parents parce que c'est comme si ça ne laissait pas aucune possibilité d'erreur. On ne peut pas se tromper parce que cela va avoir des conséquences sur notre enfant et sur le long terme. Et donc, toutes ces pressions, globalement, pour certains parents, peuvent générer du stress, pour d'autres parents, peuvent générer beaucoup de stress, mais on peut aussi se retrouver avec des parents qui perdent complètement les pédales. Alors, je demande encore une fois un partage d'écran. On n'ose pas trop dire qu'on est tellement épuisé qu'on veut juste les déposer et avoir du temps pour soi. Et puis maintenant, on se rend compte qu'on commence à entendre ça, que c'est possible, de dire que voilà qu'on a besoin de moments sans enfants, d'être des adultes et pas des parents. Donc, vous voyez, désolée, je reviens au PowerPoint. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut devenir vraiment très difficile à gérer pour certains parents et tout comme dans d'autres, le burn-out, c'est un mot qu'on connaît très bien dans le domaine professionnel. Donc, on connaît très bien le burn-out professionnel, le job burn-out. Mais parfois, tout comme dans d'autres professions, dans d'autres rôles professionnels, même être parent on peut ressentir tellement de stress qu'on peut risquer de développer un burn-out parental dans le rôle des parents. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce burn-out parental? Voyons un peu comment on peut le définir. Donc, c'est trop de stress vécu dans son rôle des parents pendant très longtemps. Donc, c'est vraiment un syndrome qui résulte de l'exposition chronique au stress lié à son rôle des parents. Et maintenant, on va voir quels sont les symptômes principaux à partir des témoignages des parents en burn-out. Donc, premier témoignage, j'étais épuisée. J'étais juste incapable de répondre aux demandes et sollicitations de mon enfant. Je pleurais de fatigue. J'étais juste épuisée. Je me réveillais avec zéro énergie et le moindre petit truc du quotidien était hyper difficile. La moindre chose à faire me demandait vraiment trop d'énergie et moi, j'en avais plus, vraiment plus. J'étais juste en mode de survie. Donc, les symptômes qui arrivent en premier, c'est une sensation intense d'épuisement physique
émotionnel. Les parents n'ont plus l'énergie de s'occuper des enfants. Ils se sentent complètement vidés par son rôle de parent. Au bout du rouleau, ils ressentent une charge mentale qui paraît insupportable. Deuxième témoignage, c'est la saturation. Elles vont se chamailler, elles vont crier 500 000 fois. Maman, 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 j'ai faim, maman, j'ai soif. Je dois aller aux toilettes, je dois faire ci, je dois faire ça. Ce sont que des gosses et leurs demandes sont légitimes. Mais ces mots, maman, je ne le supporte plus. La première fois que votre bébé vous dit maman, c'est le plus beau jour de votre vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un mot que je suis heureuse d'entendre. Maman, c'est devenu un mot de torture. Donc, vous voyez, à cause de la fatigue, les parents commencent à se distancier émotionnellement des enfants, à garder pour regarder des énergies et se recentrer sur lui-même. Donc, ils font le strict minimum pour eux, les nourrir, les conduire à l'école, mais pas plus. Ils agissent comme un pilote automatique, sans avoir plus l'énergie de s'investir émotionnellement auprès des enfants. Et ça donne une parentalité un peu froide, si vous voulez. Donc, ils n'éprouvent plus de plaisir. Ils sont saturés, ils n'éprouvent plus de plaisir à être avec les enfants et ils vivent la parentalité un peu comme une contrainte. Donc, vous voyez, ce sont les symptômes principaux du burn-out parental. Et c'est différent du stress parental ordinaire ou d'une fatigue temporaire. C'est vraiment une condition d'épuisement intense dans lequel il est très difficile de récupérer les énergies. Donc, les parents se réveillent et ils sont déjà épuisés, juste à l'idée pour penser à tout ce qu'ils doivent faire pendant la journée. Et c'est vraiment une condition chronique d'épuisement. Et tous ces signes contrastent, ça c'est très important, avec un soi parental précédent. C'est-à-dire que la plupart des parents qui éprouvent du burn-out parental ont été des parents hyper investis, des parents qui ont tout fait pour essayer d'être des bons parents pour leurs enfants, qui ont beaucoup donné de leur personne pour être là et à l'écoute pour les enfants. Et ces parents, tout d'un coup, s'effondrent. Donc ça, c'est très important parce que burn-out parental il ne faut pas cacher derrière l'étiquette de burn-out parental des parents qui ont été toujours pas ou très peu investis, des parents qui n'ont jamais voulu créer un lien, rentrer un lien avec les enfants, ou des parents qui ont toujours été négligents, par exemple. Là, le burn-out parental arrive aussi, ça peut toucher des parents qui veulent être des bons parents, ou voire des parents parfaits, et qui ont vidé toute leur énergie en essayant d'être des parents parfaits pour leurs enfants. Et cette condition touche entre 5 et 9% des parents. En France, selon notre dernière étude, c'est autour de 6%. Et là, ce sont les chiffres les plus conservatifs, parce que si l'on pense, quand on considère des niveaux vraiment très élevés de burn-out parental, mais si l'on pense à tous les parents qui sont actuellement en souffrance dans le rôle des parents, cela arrive jusqu'au 13%, et donc ce sont 13% des parents qui sont à risque de tomber en burn-out parental. Mais est-ce que cette condition est grave? Est-ce que le fait qu'il y a autant de parents qui souffrent de burn-out parental, c'est grave? La première étude de ma thèse a porté justement sur j'ai voulu investiguer les conséquences du burn-out parental, et nous avons observé que cette condition, ce syndrome, a des conséquences néfastes, et pas seulement sur les parents, mais aussi sur le couple et sur les enfants. Donc d'abord, en ce qui concerne les parents, on observe une augmentation de l'irritabilité. Toute une série de comportements qui étaient potentiellement addictifs vont augmenter drastiquement. Il y a une augmentation exponentielle des idées suicidaires et des envies de tout plaquer, et aussi une augmentation des niveaux de cortisol. Donc, ce n'est pas seulement dans la tête des parents, mais vraiment, même au niveau physiologique, nous avons observé que les parents en burn-out ont des niveaux 2 fois plus élevés de cortisol par rapport aux parents tout venant. En ce qui concerne les couples, le burn-out parental est associé à une augmentation des conflits dans le couple, des conflits conjugaux, des pensées adultères. Donc, on a des parents qui sont épuisés et qui se déchargent, qui explosent contre
leur partenaire et leur conjoint, ce qui, dans certains cas, peut mener à des situations de séparation ou des divorces. Et finalement, les conséquences qui nous préoccupent le plus, ce sont les conséquences sur les enfants, parce que les parents en burn-out ont tendance à adopter des comportements de négligence physique ou émotionnelle à l'égard des enfants, mais aussi des comportements de violence. C'est surtout de la violence verbale, moins de violence physique, mais quand même de négligence et violence. Et cela arrive même chez les parents qui n'ont pas l'habitude d'être violents et négligents, même chez des parents qui sont philosophiquement contre ces genres contraires à ces comportements. Et ça, c'est le côté un peu dramatique, si vous voulez, parce qu'on devient les parents qu'on ne voudrait jamais être. Et on a honte du parent qu'on est devenu. Donc, vous voyez, toutes ces conséquences, on a vu les symptômes du burn-out parental, les conséquences néfastes que le burn-out parental peut avoir sur les parents et sur les enfants. Mais il est clair, et attention, ce sont les conséquences sur les enfants, souvent c'est exactement quand les parents commencent à se rendre compte de mettre en danger les enfants, c'est le seul moment où ils réalisent qu'ils doivent chercher de l'aide. Et ça, c'est très important de pouvoir penser à des traitements spécifiques, développer des traitements spécifiques pour aider ces parents à aller mieux. Et une bonne partie de ma thèse a été consacrée justement à cette thématique, donc développer des interventions spécifiquement conçues pour les parents en burn-out et en tester l'efficacité dans le cadre d'études randomisées contrôlées. Donc, je vous montre un peu ce qu'il faut retenir, il est essentiel de retenir dans les minutes qui restent par rapport à comment soutenir les parents qui se retrouvent dans cette situation. Les premiers points, les plus importants, c'est qu'il faut se rappeler que le burn-out parental est un trouble honteux. Donc, les parents en burn-out se sentent coupables, très seuls, ils s'isolent graduellement parce qu'ils ressentent une souffrance qui est difficile à accepter, mais encore plus à l'avouer aux autres. On ne peut pas raconter qu'on déteste nos enfants et qu'on en a marre de nos enfants. Et donc, cette souffrance est perçue comme non légitime, et même, on s'empêche de demander de l'aide, parce que c'est comme si ce n'est pas légitime de demander de l'aide par rapport à ça. Donc, la première chose pour un professionnel, c'est de pouvoir offrir à ses parents l'accueil, en écoute, non jugeante, donc bienveillant, parce que ce sont des parents qui ont besoin de considérations positives, d'un contexte de non-jugement, parce qu'ils doivent comprendre qu'il est légitime de demander de l'aide et qu'il y a des manières justement de s'en sortir. Pardon. Ensuite, nous, on travaille beaucoup en groupe. Les dispositifs de groupe, les settings des groupes est l'idéal pour ces parents parce que le groupe est une source de soulagement parce que ça normalise la souffrance. Donc, nous avons des parents qui se sentent les pires parents du monde et que tout d'un coup se retrouvent avec 10 ou 15 autres parents dans la salle qui partagent les mêmes vécus, les mêmes expériences, les mêmes difficultés. Et donc, ça aide on passe d'être le pire parent du monde à être un parent comme d'autres qui est en souffrance et qui cherche de l'aide. Et ça, c'est super important. C'est un pouvoir très important. Et, désolée, je reviens à l'arrière. Donc, dans ces settings de groupe, nous avons testé l'efficacité de nous avons développé 4 différents types d'interventions dont on a testé l'efficacité, toujours dans un setting de groupe. Et nous avons observé que l'intervention qui est la plus efficace est l'intervention qui est basée sur les modèles de la balance de risques et des ressources. Qu'est-ce que c'est? C'est le modèle étiologique du burn-out parental, selon lequel selon ces modèles, il faut voir la parentalité comme une balance, dans laquelle on a d'un côté tous les facteurs qui pèsent sur les parents, donc qui engendrent du stress pour les parents, et de l'autre côté, toutes les ressources dont les parents disposent pour y faire face, pour compenser. Eh bien, selon ces modèles, le burn-out parental survient et les résultats d'un déséquilibre chronique de cette balance
du côté des stresseurs. Donc, les stresseurs deviennent trop importants et de l'autre côté, les ressources ne sont plus suffisantes pour y faire face, pour compenser les poids. Et donc, selon ces modèles, l'objectif de notre intervention est de rééquilibrer la balance, aider les parents à rééquilibrer la balance, optimiser leurs ressources et minimiser les stresseurs. Et il y a différentes stratégies de le faire, parce qu'on peut retirer des stresseurs inutiles, on peut alléger, par contre, d'autres stresseurs qu'on ne peut pas retirer, mais dont on peut alléger les poids, ou du côté des ressources, on peut mieux utiliser des ressources déjà présentes ou ajouter des nouvelles ressources aussi. Alors, j'ai une toute dernière vidéo pour montrer comment on fonctionne vraiment concrètement, comment on utilise cet outil. Voilà, je demande de le partager. Voilà. De ces côtés-là, les cartes rouges, donc tout ce qui vous pèse dans votre quotidien, et de ces côtés-là, les cartes vertes, donc votre ressource. Ça a permis de permettre à mon grand d'être plus autonome. Et ça m'a beaucoup aidé de pouvoir le laisser faire des trajets seul. Et puis des choses qui peuvent changer, comme une difficulté financière temporaire ou Voilà. Je n'ai pas le temps de vous montrer toute la vidéo, mais c'était juste pour... Je reviens sur le PowerPoint. Petit mot, un instant. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer, concrètement, nous, on donne les supports d'une balance, on donne toute une série de petites cartes qui représentent des stresseurs ou des ressources, et on demande aux parents de construire sa balance. Parce que chaque parent a sa balance, son paquet de stresseurs et des ressources, et cela nous permet de structurer les travaux thérapeutiques et de le personnaliser quelque part sur la situation spécifique du parent. Et normalement, les facteurs sur lesquels on a l'habitude de travailler, ce sont les facteurs qui sont ressortis de nos études comme les facteurs qui pèsent davantage sur les balances des parents en burn-out. Par exemple, là, je vous donne juste quelques exemples et j'espère qu'on aura d'autres occasions d'aller un peu plus en détail. Il y a des facteurs personnels. Alors là, par exemple, vous voyez l'exemple du perfectionnisme parental. On travaille beaucoup sur le perfectionnisme parental et sur cette tendance des parents en burn-out de vouloir être tout le temps sur tous les fronts. Alors, on utilise des exercices comme celui que vous voyez là, ici. Et donc, faire un bilan de ce qui est indispensable et de ce qu'on peut par contre supprimer. Et donc, on apprend les parents à différencier afin de voir ce qu'on peut supprimer et donc utiliser ces énergies pour les investir sur d'autres fronts. Donc, choisir ses combats, ça c'est quelque chose qu'on essaie de voir ensemble avec ses parents, pour retrouver du coup du temps, pour partager des temps de qualité avec les enfants et retrouver les plaisirs. Il y a aussi l'autre catégorie des facteurs, ce sont les facteurs parentaux. Donc là, c'est un exercice que j'avais montré aussi lors du webinaire précédent. Donc l'importance de savoir nuancer les comportements difficiles des enfants. Donc, il ne faut pas surréagir et face à tout comportement, mais il y a des comportements qui peuvent être un peu plus supportables. Et c'est là, à nouveau, c'est toujours dans cette optique de récupérer des énergies à investir dans le fait de retrouver les plaisirs avec les enfants. Et l'autre catégorie des facteurs, ce sont les facteurs familiaux et les facteurs de couple. Donc, on travaille beaucoup avec ses parents dans le fait de retrouver du temps de qualité en famille et avec les enfants. Parce que c'est quelque chose que les parents n'arrivent plus à faire, ou tous les temps qu'ils considèrent de qualité, en fait, c'est des temps qu'ils utilisent pour faire des activités qu'ils doivent faire, parce qu'elles sont bonnes pour le développement de l'enfant, à nouveau, mais qui n'apportent pas un réel plaisir aux parents et à l'enfant. Donc, on travaille beaucoup
beaucoup sur l'identifier vraiment des moments de qualité. Et par rapport au couple, là, vous voyez, cette toile, c'est la toile d'araignée de la coparentalité. On travaille sur l'équipe coparentale, sur le fait qu'il ne faut pas s'occuper toute seule. On n'est pas seul dans ces bateaux. En tout cas, pour les parents en couple ou les parents qui ont un coparent, on travaille beaucoup sur ces facteurs pour retrouver un peu cet esprit d'équipe et de partage équitable des tâches et des responsabilités parentales. Donc voilà, là, c'était très résumé, parce que le temps oblige, mais voilà, il y a de manière possibilité d'aller plus loin. Il y a des bouquins qui sont sortis pour les parents, donc pour les grands publics, des bouquins pour les professionnels qui vont vraiment plus loin dans les traitements, dans la compréhension et le diagnostic du burn-out parental et dans le traitement. Et puis, il y a notre site burnoutparental.com où vous trouverez toutes les mises à jour, toutes les nouvelles sur les dernières études, toutes les activités et tout ce qu'on organise autour du burn-out parental. Et donc là, mon temps est terminé, donc merci pour votre attention. Je ne sais pas si Léonard... Si, c'est bon, tu es là. Super, tu es précise comme une horloge suisse. Et c'était lumineux. Merci beaucoup, Maria-Elena. Vous pouvez la féliciter en applaudissant ou en envoyant des émoticônes par le biais du chat. C'est un peu notre tradition. Hop, tac, tac. Ah oui, moi je vois le chat. C'est bon, tu le vois? Oui. Voilà. Donc là, on va avoir toute une série d'applaudissements bien silencieux, mais pour autant sincères, j'imagine. Et on va pouvoir bientôt passer aux questions. Donc oui, encore un grand merci parce que c'était très intéressant, c'était très clair, c'est très d'actualité et c'était très bien réparti entre les aspects liés aux connaissances et puis ensuite les constats que vous faites dans votre équipe et puis bien entendu les pistes pour aller plus loin. Et j'imagine que si on va sur votre site internet, on trouvera encore beaucoup de ressources. Oui, c'est ça. Là, sur les sites, il y a vraiment tout. Tout ce qui peut servir aux parents, aux chercheurs et aux professionnels. Donc, il y a vraiment tous les matériels nécessaires. Ah, super, c'est une ressource très précieuse. Alors, j'en profite là pendant que les participants terminent de te remercier. J'en profite pour dire à tout le monde que Maria-Elena soutient sa thèse le 4 mars. Donc, surtout, mettez un nœud à votre mouchoir et envoyez-lui plein de bonnes ondes du monde entier. Merci, j'en aurais besoin. Ça va se passer, Maria-Elena. Il y a déjà quelques premières questions qui sont arrivées pendant la conférence. Et une fois que les applaudissements seront passés, je vous invite à poser vos questions à Maria-Elena qui va répondre comme ça du tac au tac, si elle le veut bien. Il y avait une première question qui était quel est le pourcentage d'enfants qui ont un trouble neurodéveloppemental et ou trouble des apprentissages dans cette population de parents en burn-out? Est-ce que tu as cette donnée-là? Nous n'avons pas ces données parce que nous avons mené une toute première étude. Il faut savoir que ça fait pas longtemps qu'on étudie le burn-out parental parce qu'on a commencé ces recherches en 2017. Et donc, il y a encore beaucoup à découvrir, ça c'est clair. Et celui que vous venez de mentionner, c'est sûrement un aspect super important qu'il faudrait creuser et investiguer. Mais jusqu'ici, ce que nous avons observé est que les caractéristiques de l'enfant, il n'y a pas de caractéristiques de l'enfant qui sont associées, corrélées au burn-out parental. C'est-à-dire que parmi toute une série de facteurs qui peuvent s'associer au parental, comme je viens de le dire, ce sont les facteurs parentaux, familiaux et personnels qui sont les plus associés, mais il n'y a pas de caractéristiques spécifiques de l'enfant qui ont un effet ou qui sont des conséquences, qui apparaissent comme conséquences. Après, c'est vrai qu'on peut tout à fait imaginer qu'il y a certaines populations. Donc là, je pense qu'on pourrait observer des relations circulaires. Donc, on pourrait se dire qu'il y a certaines populations qui sont plus vulnérables au burn-out parental. Donc, j'ai eu des
patients qui ont des enfants avec des enfants autistes, des enfants avec des troubles du comportement, un comportement difficile. Et cela peut augmenter les niveaux de burn-out parental, mais on peut tout à fait imaginer que les niveaux de burn-out parental puissent agir aussi sur la symptomatologie de l'enfant. Donc cet aspect, c'est un aspect qu'on n'a pas encore investigué et que j'espère qu'on fera bientôt. Ok, super. Deuxième question, le burn-out touche-t-il les pères comme les mères? Il touche les pères comme les mères. Après, il faut préciser que les femmes, selon nos études, sont 2 fois plus touchées que les papas. Mais il est vrai aussi qu'il y a des études qui montrent que les femmes aujourd'hui ont encore le 65% de la charge parentale. Donc, ce n'est pas si étonnant que ça. Mais cela n'empêche que les papas peuvent être en burn-out parental. Il y a beaucoup de papas qui sont en burn-out parental. Et ça, pour eux, c'est peut-être encore plus difficile parce que pour les papas, c'est encore plus difficile de demander de l'aide. Nous, on a réalisé beaucoup de groupes pour parents en burn-out et à chaque fois, sur 10, 15 mères, il y avait juste un père. Et beaucoup de groupes il n'y a que de mères dans beaucoup de groupes. Donc, on voit que c'est difficile de demander de l'aide pour les papas plus que pour les mamans. Mais les deux peuvent développer un burn-out parental. Et ainsi, c'est pour ça, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de burn-out parental et pas de burn-out maternel, comme c'était le cas dans le passé. Super, merci pour ta réponse. Est-ce que le baby blues est considéré comme un burn-out parental? Et donc, il faut distinguer. C'est pas la même chose parce que les baby blues, normalement, est très spécifique d'une période qui est la période du postpartum. Et donc, même si les symptômes peuvent se ressembler, ce qui distingue le burn-out parental se différencie parce qu'il n'est pas limité à une période spécifique. Le burn-out parental peut arriver chez des parents qui ont des enfants en bas âge, des nouveau-nés, mais aussi chez des adolescents. Moi, j'ai eu des patients qui avaient des enfants adultes qui vivaient encore, pour 1000 raisons, qui vivaient encore chez eux. Et donc, c'est ça qui différencie. Donc, on peut avoir des symptômes de fatigue, d'épuisement, qui sont similaires, mais le burn-out parental n'est pas limité à une période. Ok. Il y avait une question très proche qui vient d'être posée, donc je te la livre tout de suite. Est-ce que les jeunes mamans sont-elles plus exposées? Tac, tac. Ouais, grosso modo, les jeunes mamans sont-elles plus à risque de burn-out parental que celles qui sont plus âgées? Oui. Oui, parce que je viens de penser justement à une étude qu'on vient de faire, qu'on vient de mener, et on a observé que les niveaux de burn-out parental augmentent, sont inversement corrélés à l'âge. Donc, les mamans et les papas qui sont moins âgés souffrent de niveaux de burn-out parental majeurs. Après, là, il faudrait vraiment aller vérifier la raison. Qu'est-ce qui fait que les jeunes mamans sont plus à risque? On peut imaginer que des jeunes mamans ont des enfants, plus souvent des enfants en bas âge, par exemple. Et on sait que le fait d'avoir plusieurs enfants en bas âge, moins de 5 ans, est un facteur de risque, par exemple. Et donc, tout à fait, être jeune maman peut être considéré un facteur de risque. Mais à chaque fois, il ne faut jamais penser aux facteurs de risque comme des facteurs qui déterminent forcément le burn-out parental. Pensez toujours à cette balance. Donc, il y a des jeunes mamans qui s'en sortent très bien. Mais si on est une jeune maman et qu'en plus on a des difficultés au niveau de nos émotions, des compétences émotionnelles, et qu'en plus peut-être on est seul, on est parent solo, et qu'on n'a pas d'aide, voilà, on a plusieurs facteurs de stress qui s'accumulent, alors oui.
ces contextes risquent de développer un burn-out parental. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de questions qui portent sur une thématique que tu as soulevée, qui est le fait que le burn-out parental peut s'accompagner d'un sentiment de mauvaise parentalité d'une certaine manière, de culpabilité, de honte. Et donc, il y a certainement toute une partie de cette population-là qui reste une partie invisible. Et donc, les questions des professionnels tournent beaucoup autour de mais comment est-ce qu'on va les chercher si eux, ils se terrent dans leur honte et dans leur culpabilité, tu vois? Bonne question. Parce que ça demande tout un travail. Donc, moi, j'ai un exemple très pratique. Moi, je suis italienne, je travaille en Belgique, mais je suis italienne. En Belgique, nous avons des niveaux très élevés de burn-out parental. Nous avons mis en place plein de choses pour les traitements du burn-out parental. Il y a une prévalence très élevée de burn-out parental. En Italie, donc c'est qu'en Belgique, autour de 9% des parents en burn-out. En Italie, c'est 1%. Et là, je ne sais pas si effectivement en Italie, les parents sont moins stressés, mais je ne pense pas, ou ce que je pense plus, est qu'il n'est vraiment pas légitime de répondre à un questionnaire et de dire oui, effectivement, j'en ai marre de mes enfants. Qu'est-ce qu'on a fait en Belgique? Avant de proposer les groupes des parents pour les parents en burn-out et toutes les études qu'on a proposées, nous avons fait tout un travail d'information et sensibilisation. Donc, il y a eu des campagnes de sensibilisation sur le burn-out parental pour informer pas uniquement le grand public, mais aussi les professionnels, parce que ça, c'est aussi très important, du fait que la parentalité peut être si stressant au point de développer un burn-out parental. On a informé sur les symptômes du burn-out parental, sur le fait qu'il y a plusieurs parents qui sont concernés. Et c'est là, on a travaillé pendant une bonne année dans le domaine de la prévention, sensibilisation et information. Et cela peut-être a permis aux parents de se dire, ah ok, alors c'est ça que je ressens. Je ne suis pas folle, parce que j'ai des parents qui m'ont dit, ok, j'ai découvert que je ne suis pas folle, mais qu'il y a des symptômes que vous décrivez dans lesquels je me reconnais très bien. Et alors, tout cela a apporté au fait que quand on a proposé, nous avons ouvert les inscriptions pour participer à ces groupes de support pour les parents en burn-out, eh bien, en une semaine, on avait presque 200 demandes d'inscription. On a reçu jusqu'à presque 300 demandes d'inscription dans 2 semaines, mais parce qu'on a vraiment créé les terrains pour que les parents se sentaient à l'aise de s'occuper de ça, de s'occuper d'eux en tant que parents. Très bien. Alors, on a plusieurs questions qui portent sur le rapport entre burn-out parental et burn-out professionnel. Par exemple, est-ce que l'un peut créer l'autre, ou alors est-ce qu'ils sont faciles à distinguer, ou encore est-ce que les personnes qui présentent un burn-out parental sont-ils plus à risque de développer aussi un burn-out professionnel? Il y a différents scénarios, je dirais. Donc d'abord, toutes nos études confirment que le burn-out parental et le burn-out professionnel sont 2 syndromes distincts. Donc ce sont 2 syndromes spécifiques. Donc on peut vraiment dire, on a toutes les données pour dire que le burn-out n'est pas un syndrome un peu généralisé, d'épuisement généralisé, mais qui est contexte spécifique. Pourquoi? Parce que par exemple, toutes les conséquences que je viens de vous montrer au niveau de la négligence sur les enfants, la violence, les idées suicidaires et les cortisol capillaires, on a montré que toutes ces conséquences sont spécifiquement liées au burn-out dans la sphère parentale et pas au burn-out professionnel. Donc ça, il y a toute une série de résultats scientifiques qui nous montrent que ce sont vraiment 2 syndromes différents. Après, dans la pratique clinique, dans l'expérience clinique, on voit ça, on a voilà, comment dire, il y a des parents qui nous confirment ça parce qu'ils nous disent qu'en fait, le travail pour les parents en burn-out, le travail devient leur ressource, leur protection. Donc, on a des parents qui restent au travail le plus possible, même après la fin de la journée de travail, juste pour ne pas rentrer à la maison et devoir s'occuper des enfants. Donc, cela montre qu'on peut être complètement épuisé dans
son rôle de parent, mais garder toute une série d'énergies, toutes les énergies nécessaires pour s'investir dans sa profession. Ensuite, on sait aussi qu'on peut imaginer, et on observe que dans les niveaux les plus élevés, il y a une sorte de contamination dans les différents contextes. Donc, même si je suis mais vraiment trop épuisée dans mon rôle de parent, alors probablement j'aurai une telle fatigue, même physique, qui ne me permettra même plus d'être pas au top au travail et vice-versa. Donc, il y a un moment donné, à partir d'un certain niveau de burn-out parental, on peut imaginer une sorte d'épuisement généralisé qui ressemblerait plus presque en dépression du coup. Mais il y a des études qu'on doit mener qui sont en projet sur les phases du burn-out parental qui permettront justement de répondre à cette question encore mieux. Ok, super. Alors, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on pourra faire le tour. On a une question qui concerne la question du handicap. Travaillant dans l'accompagnement d'enfants déficients visuels, j'observe souvent ce burn-out parental. Toutefois, il est très compliqué de travailler autour de ce burn-out. Ses parents mènent une bataille constante avec l'administratif, le regard de la société, l'histoire et le vécu du handicap qui vient augmenter la culpabilité du parent. La frontière est mince car ils oscillent entre tenir par le combat et l'épuisement. Comment faire pour ne pas faire basculer le parent? Pour ne pas faire basculer le parent. Oui. Effectivement, c'est une population très vulnérable. Et j'ajouterais qu'il y a parfois, moi j'ai rencontré des parents qui avaient des enfants avec des handicaps, un handicap. Et effectivement, parfois il y a aussi toute une série de stress qui résulte du fait qu'il n'y a pas, que les parents souvent n'ont même pas accepté cette condition, parce que ça c'est très important. On peut travailler, bien sûr, sur ces modèles de la balance, donc sur le fait d'essayer d'alléger les stresseurs et maximiser les ressources, ça c'est vrai. Mais il y a une autre partie super importante du travail qui est celle qui concerne l'acceptation, celle qu'on appelle l'acceptation active. C'est-à-dire reconnaître avec les parents qu'il y a des stresseurs qu'on ne peut pas, sur lesquels on n'a pas de contrôle, qu'on ne peut pas changer et qu'il ne faut pas s'épuiser à essayer de changer quelque chose qui ne change pas. En travaillant sur l'acceptation active, je me suis retrouvée face à des parents qui m'ont dit, par exemple, oui, en fait, je me rends compte là maintenant que j'ai jamais accepté le fait que j'ai un enfant avec un handicap parce que je me sens coupable de l'handicap de mon enfant. Par exemple, on peut avoir aussi ces situations parce qu'il y a quand même toute une série d'énergies qui sont consacrées à lutter contre une condition qu'on ne peut pas changer. Donc, le travail sur l'acceptation active est super important pour les parents qui ont des enfants avec des handicaps, mais même des maladies chroniques ou voilà, des maladies graves. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, une question, il y a deux, trois questions qui portent sur l'annonce du burn-out. Et Sandrine nous demande, quid du diagnostic dans la cellule familiale? Doit-on dire les choses? Il y avait une autre question qui portait justement sur, doit-on dire les choses aux enfants au risque qu'ils culpabilisent par la suite ou qu'ils pensent qu'ils sont coupables, tu vois? Oui. C'est toujours difficile de trouver la juste limite pour faire ça, mais je dirais les parents en burn-out raisonnent souvent par donc soit c'est tout noir ou tout blanc, et donc ils peuvent passer d'être complètement étouffer leurs émotions, donc ne pas montrer absolument ce qu'ils ressentent, essayer de cacher leur stress, de cacher leur énervement et détresse, ou passer d'autres qui sont au contraire, qui disent trop et qui nous racontent par exemple, oui, mais moi je dis tout le temps à mes enfants que j'en peux plus, que je suis épuisée et je commence à culpabiliser parce que je pense qu'ils se sentent responsables de ça et je ne veux pas que ça ait de conséquences négatives. Donc effectivement, je te conseillerais de tout le temps dire d'être trop, comment dire, de dire
trop par rapport à son propre borne parental, mais parfois il faut trouver les bons mots. Moi, j'ai connu une fois une maman dans un groupe qui a donné cet outil que moi j'utilise encore pour d'autres groupes à chaque fois qu'un parent me demande ça. Donc, elle nous a raconté, moi j'ai trouvé une manière d'expliquer à mon enfant que mes énergies ne sont pas illimitées. Donc, elle a utilisé une métaphore des cuillères. Je pense qu'elle avait lu quelque part. Donc, elle avait expliqué à son enfant que maman, chaque jour, se réveille et chaque jour, elle a un certain nombre de cuillères. Et ces cuillères, elle doit les utiliser pour toute la journée. Ce sont les énergies et les ressources qu'elle doit utiliser pendant toute la journée. Alors, parfois, maman se réveille avec 20 cuillères, elle peut faire toute une série de choses, mais parfois, il y a des jours qui sont plus difficiles et maman se réveille avec que 3 cuillères. Et alors, avec cette idée très concrète, quelque chose de matériel qui n'a rien à voir après une cuillère avec l'épuisement, mais cela permettait aux enfants de quantifier et d'avoir une idée du fait que, voilà, effectivement, maman ne peut pas être tout le temps là pour moi. Et ça, c'est encore plus important si vous pensez à cette situation de confinement. Parce que, voilà, on a des parents qui sont tout le temps à la maison et pour les enfants, ben, alors si papa est là ou maman est là, ben, alors il est là pour moi. Et donc, c'est difficile de trouver des espaces pour soi et de s'éloigner un peu, de ne pas être tout le temps sollicité. Donc voilà, on peut trouver parfois des images qui montrent bien la situation et sans être trop, sans culpabiliser trop les enfants. Après, ça dépend de l'âge, c'est en fonction de l'âge évidemment, mais je dirais comme ça. Super. Merci beaucoup pour le coup des cuillères. Je vais réutiliser ça. C'est très bien. Donc, très bien. Une question médicamenteuse. Qu'en est-il des médicaments, par exemple les anxiolytiques? Est-ce que c'est recommandé ou non? On ne sait pas encore parce qu'on n'a pas mené des études sur un traitement pharmacologique du burn-out parental. Ce sont des études qui demandraient beaucoup de temps et qu'on n'a pas encore mises en place. Mais je ne l'exclus pas. Il y a peut-être certaines situations dans lesquelles un support médicamenteux et pharmacologique peut aider, mais on n'a pas des données et des résultats scientifiques sur ça. Ce qu'on sait est que, voilà, je sais qu'il y a des parents, parce que le burn-out parental n'est pas très connu, même pas chez les professionnels. Donc, souvent, le burn-out parental est pris pour une dépression. Et il y a beaucoup de professionnels qui essayent d'aider des parents qui sont épuisés avec des antidépressifs, par exemple. Mais ça ne marche pas. Donc, j'ai rencontré beaucoup de parents qui m'ont dit prendre régulièrement des médicaments pour la dépression, pour l'anxiété, mais que cela, quand même, n'aide pas au niveau de leurs problèmes, au niveau de leur souffrance en tant que parents. Donc, je dirais, il faut tester, il faut encore tester ça formellement, mais voilà. Ça peut aider, mais peut-être pas suffisant. On n'a pas un médicament spécifique pour le burn-out parental, donc tout est à tester. Ok, très bien. Merci beaucoup. Question de Florence. Comment est diagnostiqué le burn-out? Critères d'inclusion et d'exclusion, point d'interrogation. Alors, on peut diagnostiquer, nous avons un questionnaire qui est le Parental Burnout Assessment. Si vous allez dans le site que je mentionnais tout à l'heure, burnoutparental.com, vous trouverez tout le matériel et donc même les questionnaires pour le diagnostic du burnout parental. Et donc, on a un questionnaire, 23 items, et puis on a une guide pour interpréter les scores. Donc, normalement, il y a le score de 86, on considère un burn-out parental élevé, mais il y a aussi toute une série d'autres cut-offs, des seuils pour identifier des parents à risque. Donc, n'hésitez pas à visiter le site parce qu'il y a soit le questionnaire pour le diagnostic, mais aussi il y a un questionnaire pour faire un test de la balance en ligne.
Donc, il y a un questionnaire pour vérifier effectivement combien de stresseurs et quel type de stresseurs et combien de ressources et quel type de ressources sont présentes dans la balance de chaque parent. Ok, très bien. Alors, Alban nous demande comment les parents concernés ont tendance à éprouver un sentiment de honte vis-à-vis de leur situation. Est-ce que le mot de burn-out ne risque pas de leur faire peur, notamment dans l'intitulé d'un groupe de parole, par exemple? Oui, ça peut arriver. Et il y a certains qui ont peur de parler, oui, qui ne veulent pas parler de burn-out pour décrire leur situation, mais ça peut faire peur. Mais après, il y a toute une série de symptômes. Mais là, ça dépend aussi de à quel point un parent, un patient, mais dans n'importe quel domaine, je pense, est prêt à s'investir et à prendre la décision de faire un travail sur soi pour soigner des difficultés, des souffrances qu'il ressent. Donc, effectivement, il y a un sentiment de honte, mais il y a aussi le fait que si on partage l'info qu'il y a effectivement beaucoup de parents qui ressentent tous les symptômes qu'on vient de décrire, il y aura des parents qui se reconnaîtront et qui pourront au moins dire, OK, je suis pas seule. Après, l'étiquette burn-out, je suis d'accord, ça peut faire peur, c'est vrai, mais voilà, l'essentiel, c'est de montrer que ce n'est pas si rare que ça. Donc, il y a effectivement beaucoup de parents qui sont en souffrance. Alors, dans un groupe de parole, on pourrait très bien... mais nous, par exemple, les premiers groupes qu'on a proposés, on les a pas appelés groupes pour parents en burn-out, mais on disait juste groupe d'accompagnement pour la parentalité ou groupe d'accompagnement pour des parents en souffrance, pour des difficultés parentales. Et, et après, évidemment, on peut... Ça, on parle quand même des difficultés spécifiques à la parentalité. Il y a toute une série, un screening qui nous permet de voir si les parents pourront effectivement profiter de l'intervention. Mais voilà, on peut cacher l'étiquette du burn-out parental en parlant de souffrance dans son rôle de parent. Et voilà, mais une fois qu'un parent qui est dans cette situation lit ou voit les symptômes dans un reportage sur un site internet ou sur une campagne d'affichage, oui, sur quelque part sur l'internet, sur les réseaux sociaux, il se reconnaît et ça normalise quelque part. On va prendre une dernière question et puis il va falloir qu'on s'arrête. Une petite seconde. Claudine nous demande, y a-t-il des associations ou lieux de rencontre possibles si un parent veut faire quelque chose? Bienveillance et ouverture, sinon formation des médecins. Je ne comprends pas la fin de la question. Donc, y a-t-il des associations ou lieux pour des parents qui veulent faire quelque chose? Alors, je ne connais pas trop la réalité qu'est-ce qu'il y a en France. Mais par exemple, en Belgique, nous avons des lieux de rencontres pour parents où les parents peuvent se rencontrer et juste passer du temps. Alors, les parents amènent aussi les enfants. Les enfants jouent entre eux et les parents peuvent trouver un moment pour papoter entre eux. Et je sais qu'il y a des associations, là, je ne suis pas sûre du nom, mais des pâtes à beurre, peut-être. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce sont des associations, justement, en France, qui s'occupent qui offrent un endroit où les parents peuvent aller et voilà, avec les enfants et rencontrer d'autres parents, passer du temps ensemble et alléger un peu le stress du quotidien. Merci beaucoup, Maria-Elena. Il va falloir qu'on s'arrête parce que la classe virtuelle s'arrête pile à l'heure. Merci infiniment, c'était super. Très intéressant, toutes super questions, super réponses. Vraiment un très bon début de soirée. Merci beaucoup, Léonard, et merci pour toutes les questions et merci à tous ceux qui ont été présents.
Il me reste à vous remercier, vous, nos chers participants. Merci beaucoup pour votre investissement. C'était un très bon moment. Prochain webinaire portera certainement sur la psychomotricité, le cirque et l'illusion avec notre formidable Aurélien Dignasio, qui est psychomote. Et ça devrait être sur la semaine du 22 mars. Voilà, le replay sera bien sûr disponible. N'hésitez pas à nous solliciter et il nous reste à vous souhaiter à tous une excellente soirée. Et un merci encore beaucoup, Maria-Elena. Merci encore, Maria-Elena. Merci à vous, au revoir. Merci, à la prochaine, au revoir.